Alors, on va laisser un petit moment pour que les gens arrivent. Bienvenue à tout le monde, bienvenue à tout le monde. Alors, bienvenue donc à ce troisième panel d'une série de panels que le RQSF organise dans le cadre de sa campagne rouge. Aujourd'hui, on aura la chance d'accueillir plusieurs personnes très intéressantes qui vont nous parler justement du fait de comment parler des menstruations d'une génération à l'autre, mais aussi de manière générale. Voilà. Alors, comme je disais, c'est un événement organisé par le Réseau québécois d'action pour la santé des femmes et cette fois-ci avec l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Donc, qu'est-ce que le RQSF? On est un organisme qui existe donc sur le terrain depuis assez longtemps, je dirais, donc plus de 20 ans. On cherche à défendre les droits, les intérêts des femmes et surtout, en fait, soutenir leur savoir expérientiel, leur expertise selon une approche qu'on appelle l'approche globale et féministe de la santé qui reconnaît justement ça. Et on essaye de mettre de l'avant différents enjeux qui touchent à la santé des femmes, donc comme les menstruations avec cette campagne rouge, mais on s'intéresse aussi à différents sujets comme la santé mentale, la ménopause, l'ostéoporose, plein de sujets pertinents pour les femmes de manière générale. Donc cette campagne est soutenue par le secrétariat à la condition féminine, c'est ça qui rend possible de faire cette action. On a commencé il y a une année à peu près. Voilà. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on fait ça. Donc, aujourd'hui, on va avoir Florence Finite, qui est psychologue clinicienne. Elle est également professeure à l'Université du Québec à Montréal, qui va animer ce panel. Et les personnes qui vont nous partager leur histoire, expérience, expertise aujourd'hui, c'est Émilie Ouellette, c'est Laurence Sala, c'est Jean Gagliardi et c'est Erika Athéna-Lebrun. Moi, je ne vais pas en dire plus sur ces personnes. Elles vont se présenter toutes seules tantôt. Voilà, Florence, donc je te laisse la parole. Alors, un grand merci, Victoria, et puis un grand merci aussi à toutes les personnes qui nous ont rejoints pour parler de ce sujet encore tabou et pour lequel il est vraiment nécessaire de raconter des histoires et de faire parler les gens entre eux. Donc, je veux aussi remercier le Réseau québécois d'action pour la santé des femmes parce que moi, ça fait plusieurs années que j'avais envie de faire un événement autour des enjeux générationnels. Donc, de pouvoir se démarquer peut-être des réflexions plus universitaires pour vraiment faire parler des artistes, des personnes animant des rituels, des mamans, des pères, pour avoir aussi cet éclairage-là autour des menstruations. Et je trouve ça vraiment intéressant que au sein de la campagne rouge, ce soit possible de le faire. Donc, avec nous aujourd'hui, donc pour ce midi jusqu'à 2 heures. Si vous devez quitter entre-temps, sachez que le panel sera enregistré et disponible sur le site du réseau. Donc, vous y aurez encore accès. Donc, avec nous à midi, je vous présente Émilie Ouellette. Peut-être que tu peux nous dire un peu te présenter. Voilà. Alors, Émilie Ouellette, je suis autrice, j'écris pour la télévision, j'écris des livres aussi, j'ai fait un spectacle d'humour, donc je suis humoriste et je suis fatiguée. Et pour l'occasion, je ne sais pas si c'était prévu, là, la date a été choisie, mais je suis menstruée aujourd'hui. Donc, non, mais voilà. Oh, puis j'ai des enfants, j'étudie. Caroline, j'ai des enfants, désolée. J'ai 4 enfants, je les aime beaucoup. Ils sont le centre de ma vie. Donc, 3 filles, un garçon de 3 ans, 6 ans, 10 ans et 12 ans. Voilà. Et
Tu as fait aussi tout un spectacle, hein, Accoucher de rire, où tu Oui, parles de ces enjeux-là avec beaucoup d'humour, en plus de livres sur oui, les défis et les joies de la parentalité. exact. Super. Alors, Laurence Sala, qui est naturopathe et qui a développé tout un programme aussi de cours en ligne pour accompagner les femmes, bienvenue. Merci de l'invitation. Je suis super honorée d'être parmi vous aujourd'hui. Et oui, en fait, effectivement, la vie m'a amenée à explorer la naturopathie après plusieurs fausses couches, une carrière en communication. Et finalement, j'ai déjoué ma génétique et j'ai la chance d'être la maman de 2 jeunes filles de 5 ans et de 20 mois. Et c'est tout un parcours au sein du féminin sacré depuis la naissance de ma première fille qui m'a emmenée à explorer entre science et tradition le féminin. Merci, bienvenue. Et puis, Erika Lebrun, je suis touchée de te recevoir ici parce qu'il y a bien des années, j'avais fait le début de la formation avec O et donc bien connu ta tante Paul, donc fondatrice de Madame Lovary et puis qui a développé toutes sortes de choses. Ah, on vient de On vient de la perdre au on vient de la moment. perdre suite au moment où elle sait. Bon, alors, c'est ça. Erika va revenir dans quelques minutes, je pense, et je vais donner la parole à Jean Gagliardi, dont je suis très très heureuse qu'il soit là aujourd'hui, qui est philosophe jungien et qui anime et co-facilite des loges de rêve. Et je tenais à ce qu'il y ait aussi un regard masculin sur cette table ronde. Ben, merci Florence. Ben, oui, moi je suis très honoré d'être invité sur une table ronde comme celle-ci. Alors moi, philosophe jungien, c'est des bien gros mots ronflants là, pour dire que je m'intéresse à la psychologie des profondeurs, en particulier celle de Carl Jung, mais ça veut dire les rêves, les images intérieures, l'imagination, tout ce que la psyché produit comme images, les symboles, les mythes. Et alors, bien sûr, je vais vous donner un scoop. Je n'ai aucune expérience personnelle de ce que sont les rêves. Par contre, je suis le père de 2 filles. Donc, c'est un sujet quand même qui m'a concerné, qui me concerne. Dans mes recherches, de toute façon, je suis très intéressé par le féminin sacré, mais aussi le masculin sacré. Et la masculinité sacrée, c'est cette masculinité qui intègre la dimension du féminin à l'intérieur et autour de nous. Donc, c'est ce qui me réjouit particulièrement d'être là ce soir. Je trouve que ça va faire du bien à ma masculinité sacrée. Et donc ce soir pour toi, parce que tu es en France, hein, donc on est Oui, un c'est peu vrai, avec ce soir. Zoom, on a la joie d'avoir des gens de partout. Alors j'espère qu'Erika va revenir, je vais peut-être te laisser voir Victoria s'il y a quelque chose. Avant qu'on commence avec les questions, j'avais envie de faire une mini introduction pour voir un peu d'où était venue cette réflexion. J'avais envie de convoquer quelques invités littéraires et notamment Jeannette Bertrand, qui raconte dans son autobiographie le choc qu'a représenté le moment où son corps de jeune fille s'est mis à saigner. Et puis un jour, j'ai 13 ans, dit-elle dans son autobiographie. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je reviens de l'école avec du sang dans ma culotte. Je le dis à Magella, qui rougit, et m'envoie à maman. Maman prend une guenille sur la pile des guenilles à épousseter et me dit de mettre ça dans le fond de ma culotte. Elle m'avertit que ce sang va revenir tous les mois et que c'est la punition des femmes. Je ne sais pas d'où ça vient ce sang, ni ce qu'il représente. Je ne sais même pas comment nommer ce qui m'arrive. Je suis atteinte d'une maladie honteuse dont on parle tout bas. Donc on est en 1938, ici, si je ne me trompe pas. Quelques années après, un roman de Marie Darrieussecq, une écrivaine française qui, en 2011, parle d'un roman sur les adolescentes. Et elle décrit une héroïne qui panique à l'idée de laisser un tampon sale dans la poubelle de son nouvel amoureux, ou même de lui avouer qu'elle est menstruée quand il commence à la caresser. Donc là, on est en 2011. Et puis, à travers tout ça, une autre femme que j'avais envie de convoquer, deux extrêmes, Marie Darrieussecq, Jeannette Bertrand, Anita Diamant, qui a fait connaître toutes les notions de tente rouge à travers le beau roman qui s'appelait The Red Tent, et qui nous décrit ce qui se passait dans ces loges. La grande-mère que nous appelions Inanna donne à la femme un cadeau inconnu de l'homme, le secret du sang.
le flot qui coule à la nouvelle lune, le sang curatif de la naissance de la lune. Pour les hommes, cela ne représente qu'excrétion, mauvaise humeur, gêne et douleur. Ils croient que nous souffrons et considèrent qu'ils ont de la chance de ne pas en être affligés. Ne les détrompons pas. Dans la tente rouge, on connaît la vérité. Dans la tente rouge où les jours s'écoulent telle une rivière tranquille, tandis que le don d'Inanna parcourt notre corps, le purifiant de la mort du mois précédent, le préparant à recevoir la vie du mois suivant. Les femmes lui rendent grâce pour le repos, le rétablissement, l'assurance que la vie provient d'entre nos jambes et que la vie coule du sang. Alors, on est dans des univers très, très différents, hein, entre la punition, la souillure, la honte et le silence de Dariussec, et puis là, quelque chose qui emprunte un peu plus aux traditions des Premières Nations ou à une forme de référence hein, au mythe d'Inanna, et qui a inspiré toutes sortes de cercles de femmes où on peut parler autrement qu'à travers le spectre médical de ce qui se passe dans le cycle menstruel. Alors, à partir de là, j'avais peut-être envie de commencer par toi, Émilie, parce que tu viens, comme je le disais, du milieu de l'humour. Tu as essayé de parler de ces enjeux-là à travers le rire aussi, hein, avec une façon un petit peu décalée. Et tu es aussi maman de plusieurs enfants. Et ma première question, peut-être plus personnelle, c'était est-ce qu'il y a eu une différence pour toi dans la façon dont tu as vécu ces menstruations personnellement, ce que tu as envie de transmettre à tes filles, et puis le fait que tu as dû écouter plusieurs femmes pour créer tes spectacles d'humour? Ben, en fait, ta question, c'est s'il y a une différence. En fait, juste pour Oui. que je sois certaine. Ben oui, il y a une différence parce que moi, j'ai reçu une éducation qui était, qui ressemble à, ben, je savais que ça existait, mais tu sais, c'est pas beaucoup ma mère qui m'en a parlé. Moi, j'avais des cours de formation personnelle et sociale à l'école. Donc, on avait, mettons, l'aspect biologique de la chose. Puis je l'ai vécu, puis c'était comme ça, puis on s'en parlait entre amis. Puis là, puis j'ai 3 filles, puis j'ai un garçon. Et donc, c'est sûr que ça m'a amené ces réflexions-là. Et moi, tout de suite, j'ai eu envie de sortir, de dédramatiser. En fait, j'aime pas le sujet. C'est tabou, je le sais que c'est tabou, mais moi, en tant qu'humoriste, et dans mon spectacle, et quand j'en parle avec les femmes, et d'ailleurs, j'ai commencé ce panel en disant « Je suis menstruée et c'est vrai », et puis ça fait rire tout le monde, mais c'est vrai pareil. Dans mon spectacle, dans un de mes premiers spectacles, j'avais aussi une anecdote sur la première Diva Cup que j'ai achetée dans le temps que le monde ne savait même pas, puis il a fallu que j'aille dans un champ hippie pour aller la chercher parce que ça n'existait pas. Tu sais, des coupes menstruelles, de parler de toutes ces affaires-là, je trouve que c'est important parce que justement, ça dédramatise en fait l'enjeu, le tabou, puis en fait, on peut en parler. Puis quand on ouvre ces portes-là, et l'humour, c'est un outil très fort pour ouvrir les portes sur l'intimité, puis nous rapprocher, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul à vivre ça, à se poser ces questions-là. Donc, la différence pour moi, c'est vraiment dans l'ouverture. C'est-à-dire que c'est une grande ouverture de dire, là, vraiment, il faut qu'on s'en parle, tout le monde, autant dans le positif que dans le négatif, parce que c'est pas toujours... Il y a des douleurs, des fois, qui sont associées à ça. Puis, donc, vraiment, pour moi, la différence, c'est mon intention qui est dans on va en parler, on va répondre à toutes les questions, dans tous les aspects psychologiques et physiques, puis on va faire en sorte que c'est comme si je te disais « Hey, je vais aller me couper les cheveux demain matin, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? » Je pense que c'est ça pour moi la principale différence. Oui, et depuis quelques années, j'observe qu'il y a plusieurs humoristes, tant en France, en Suisse, qu'ici au Québec, qui abordent ces sujets-là. Donc, que ce soit l'orgasme, que ce soit les menstruations, que ce soit l'accouchement, avec la qualité de l'humour. Et donc, ça permet peut-être d'enlever tous ces tabous, puis d'en faire quelque chose de quotidien, finalement. Ça fait partie de la vie. Oui, parce qu'on le vit. En fait, ça revient à tous les mois, là. Donc, ça fait partie. Puis juste pour donner une petite anecdote, ma fille qui a 12 ans, l'année passée, l'année passée en 2020, donc, elle vient me voir un matin en me disant, elle pleure, puis elle me dit, je suis menstruée. Elle me le dit à l'oreille, elle fait, je pense que j'ai commencé à saigner, puis là, moi, j'ai dit, on va aller à la salle de bain. Puis en se rendant à la salle de bain, moi, j'ai ce 3 mètres-là pour me dire quels sont les mots que je vais lui dire. Parce que je me dis, ça va marquer. Puis je suis comme super émue, puis j'y repense, puis je suis encore émue. Et je rentre dans la salle de bain, puis là, je dis, est-ce que tu veux me montrer? Puis tout ça. Puis elle fait, non, je ne veux pas te montrer. Je dis, mais si tu ne me montres pas, je ne peux pas t'aider. Et là, elle se relève, elle me regarde et elle part à rire parce qu'on était le 1er avril et elle m'a fait un poisson d'avril. Elle n'était pas menstruée, elle n'était pas... Mais c'est juste pour démontrer comment
dans notre famille, c'est quelque chose qui, l'humour l'a pris, puis elle m'a vraiment eu, parce que moi, j'étais sur le bord de pleurer, puis tout ça, puis elle était là comme « Ah, mais non, c'est pas encore arrivé, je t'ai eu! » Puis là, tout le monde se tapait, tu sais, elle s'était organisée avec mon chum, avec les autres, puis j'étais comme « Wow, OK. » Fait qu'on on peut jouer, puis je me rends compte du beau que ça, tu sais, que ça a quand on le met justement dans le quotidien, puis qu'on l'utilise avec humour, en tout cas. Donc, une répétition de ce moment-là de partage. Oui. Alors, je vois dans le chat qu'il y a des personnes qui demandent pour qu'on cesse le partage d'écran parce qu'il n'y a pas de diapositive pour pouvoir voir les panélistes. Normalement, si vous cliquez sur affichage intervenant, vous pouvez avoir la galerie et puis gérer avec la petite barre verticale la place que peuvent prendre les photos des panélistes versus le partage d'écran. Puis on va avoir François Clich qui va nous faire une représentation graphique. Est-ce que je l'explique comme il faut? Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire, François, par rapport à ça? Simplement, c'est que tout au long de la discussion, en fait, pour aider tout le monde à avoir une vue d'ensemble de tout ce qui se dit, les notes sont prises graduellement à l'écran. Donc, pour l'instant, il y a peu de choses, mais à mesure, ça va devenir vraiment le fun de voir l'ensemble de tout ça. Donc, effectivement, il faut gérer les icônes des personnes, mais voilà. Parfait. C'est vraiment dérangeant. Ce qu'on pourrait faire, ça serait de périodiquement allumer le partage et puis comme de temps en temps l'enlever puis le remettre. Éventuellement, tu peux faire ça, François, si ça peut être plus agréable pour les personnes. Après, moi, je ne savais pas qu'on n'avait pas cette option lors d'un partage forcé. Donc, j'apprends des nouvelles choses. Donc, je te laisse ça à ton appréciation, François. Mais normalement, on laisse le partage d'écran lors de tout l'événement. Donc, voilà. C'est une tradition des webinaires. C'est vrai que c'est un petit peu moins affectif, mais on va laisser François gérer ça. Je vais relancer la même question à Laurence, parce que Laurence, tu es venue d'un autre pôle, hein, donc d'expérience personnelle aussi douloureuse. Tu nommais des fausses couches, et puis maintenant, tu en viens à accompagner les femmes. Comment tu vois cette différence entre les années où tu as commencé cet accompagnement, ta propre expérience, puis aujourd'hui? En fait, il y a 4 expériences que moi je relève dans ce que j'entends des femmes au quotidien. J'ai des femmes qui ne se souviennent même pas en fait de l'âge à laquelle elles ont eu leur première menstruation. C'est très flou, elles ont oublié. Il y en a d'autres, ça va être très vague, ça va être 12, 13 ans, je ne sais plus vraiment qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc il y a une notion de temps, mais qui est encore floue. J'en ai d'autres qui vont avoir vécu un choc émotionnel, un traumatisme en fait, où elles ont été prises au dépourvu, elles n'ont pas été accompagnées du tout, elles ont caché ça pendant des jours à leur mère, à leur sœur, etc. Et puis, j'en ai un petit pourcentage qui ont été honorés, célébrés. J'en ai une seule en quelques années qui a même reçu un panier de sa maman avec plusieurs items à l'intérieur pour pouvoir la guider en fait dans ce rite de passage. Et malheureusement, j'ai pas assez de recul. Pour moi, on est encore en 1938 avec la honte, avec le sentiment que c'est complètement tabou, que ça fait pas partie de nous. Donc voilà, donc ça, c'est l'expérience clinique. Mais moi, dans mon parcours de femme, en fait, je me suis rendu compte que mes premières menstruations ont été un choc. J'avais, comme beaucoup, en fait, j'ai eu ce fameux cours de biologie. Puis le jour où ça t'arrive, mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Et je me rends compte que, voilà, on m'a tendu une serviette. Le repas a eu lieu comme d'habitude le soir. Et puis juste, voilà, aujourd'hui, Laurence est devenue une femme. Donc, puis moi, ça m'a créé beaucoup de tristesse, en fait, de ne pas avoir été honorée et célébrée, au point que le jour où ma sœur a été menstruée, ma sœur est venue me le dire en premier. Et puis là, on est allé au restaurant, on a fait une célébration. Il y avait une envie que ça se passe autrement pour ma petite sœur. Et aujourd'hui, en fait, alors chez nous, Émilie, ça ne s'est pas passé avec l'humour, mais ça s'est passé avec le côté sacré. En fait, on a un Tipeee à la maison dans lequel je fais des cercles de femmes régulièrement. Et donc, ma petite Anna de 5 ans voulait absolument venir, elle, sous le Tipeee. Puis je lui explique, voilà, tu ne peux pas encore venir, Anna, parce que tu n'as pas eu tes premières lunes, tes premières menstruations. Mais le jour où tu seras menstruée, tu seras la bienvenue. Et puis... elle part, elle bougonne, elle n'était pas contente parce qu'elle voulait venir, elle était femme, elle, pour elle. Et elle revient et elle me dit, maman,
j'ai vu du sang dans ma culotte. Et là, je me suis dit, j'ai réussi dans un sens cette transmission. Le sang est sacré. Ma fille, tu auras le pouvoir ce pouvoir de femme t'attend. Et c'est quelque chose qui est déjà dédramatisé finalement à la maison. Et je me dis, si toutes les jeunes filles pouvaient accéder en fait à cette transmission dédramatisée, chacune à notre façon, le monde serait différent. J'en suis convaincue. C'est très beau de t'entendre, hein, parce que là, on n'a pas du tout la honte ou l'impression d'avoir une punition, mais beaucoup plus une impatience de rejoindre un cercle de femmes. Et c'est un mot qu'on entend, dont on entend parler depuis quelques années davantage, ce terme de sororité, hein, de se sentir sœur, ou une forme d'appartenance à des femmes ayant leur lune. Mais c'est ce fameux fil rouge, en fait, tout simplement, le titre de de ce panel. En fait, nous avons un fil rouge qui nous relie. En fait, nous tissons notre toile à travers toutes les femmes, mais aussi donc dans le transgénérationnel de ce qu'on a reçu de nos mères et de nos grands-mères. Mais c'est ce fameux fil rouge qui, pour moi, est important d'honorer, de célébrer. Et au contraire, on n'est plus dans la punition, on est dans ce pouvoir de femme et de ramener ce pouvoir de femme à chacune d'entre nous. Erika, Jean, vous avez travaillé tous les deux, et vous travaillez encore bien sûr autour du rituel, hein, à haut rite de passage. Jean, où tu as été formé, travaillé avec Paul. Erika, Essentia, aujourd'hui l'organisme où tu animes également des ateliers pour les femmes. Et puis à Madame Lovary, qui est un autre organisme dont on parlera un petit peu plus tard sur les enjeux écologiques des menstruations. C'est une autre façon de transmettre un autre discours. Tous les deux, qu'est-ce que vous auriez envie d'ajouter à cette idée de transmission et d'amener un discours plus sacré, ou en tout cas plus rituel autour de ce passage des lunes? Moi, de mon côté, je dirais que justement, je suis autour de ces questions-là. J'adore le fait qu'il y ait de l'humour, que ce soit vraiment réintégré à la vie, comme disait Émilie, et que la dimension sacrée soit honorée. Et moi, ça me renvoie au fait qu'il y a eu, dans de nombreuses cultures, il y avait des rites de passage qui étaient marqués extrêmement clairement pour signifier cette accession de la jeune fille à la féminité pleine, qui était assez généralement d'ailleurs un moment où la jeune fille était retirée de la communauté pour rejoindre le clan des mères, le clan des femmes, qui l'initiait, qui lui donnait une initiation auquel les hommes n'avaient pas accès. C'était un secret, c'était complètement préservé. Et je pense que c'est très très important que ce soit réintroduit, ces initiations. Mais cette dimension sacrée, elle est au debout, je dirais, du vécu de la femme autour des menstruations, puisque c'est aussi important pour les femmes qui arrivent dans la période de la ménopause. Et moi, par exemple, j'ai été très frappé d'entendre une de mes enseignantes au rite de passage nous expliquer comment elle avait célébré ces dernières règles en recueillant du sang et en faisant un rituel d'offrande à la terre, où elle offrait du lait et du sang, comme vraiment une façon de redonner et de dire « je remercie, je suis passé par tout ce cycle qui a été marqué comme ça à chaque lune, par la menstruation, et maintenant je suis en train d'entrer dans un autre âge et je le fais consciemment ». Je crois que la fonction vraiment fondamentale du rituel, c'est précisément d'honorer la dimension sacrée, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'humour d'ailleurs. Les rituels n'ont pas besoin d'être affreusement sérieux. Il peut y avoir au contraire un éclat de rire au milieu de tout ça. C'est très très bien, c'est très important. Mais cette dimension sacrée, elle renvoie justement au sacré de la vie. Et en ça, je pense que c'est essentiel qu'on célèbre dans les familles les passages des jeunes filles et aussi l'accession à un autre âge des femmes plus mûres. Je vais donner la parole à Erika, je suis contente qu'elle ait pu nous rejoindre, mais je suis très touchée aussi que tu amènes cette notion de la ménopause, parce que dans des cercles que j'ai animés autour justement des menstruations, parfois des femmes passées 45 ans me disaient « ça ne me concerne plus de venir dans ces loges ».
Et je pense que c'est un des éléments qui est important pour Victoria et moi aussi en développant ce panel, c'est de dire que cette question-là n'est pas réservée aux ménarches à 12, 13 ans, donc ce moment des premières lunes, mais que c'est un enjeu tout au long de la vie et qu'il y a aussi quelque chose à célébrer dans la ménopause parce qu'on n'est pas hors lune, hein, c'est comme si on réintègre, en tout cas dans les traditions amérindiennes, tout ce savoir à l'intérieur de soi. On a accès à toutes les saisons finalement de sa vie à ce moment-là. Erika, avec ton travail à Madame Levary, à Essentia, je suis sûre que tu peux nous éclairer aussi sur ces questions. Oui, ben en fait, il y a beaucoup déjà qui a été dit, donc pour ne pas répéter ce que Jean a apporté aussi qui me touche beaucoup, pour moi, la dimension sacrée des menstruations, c'est vraiment cette dimension-là de cycle. C'est cette dimension-là d'accepter que nous sommes partie de cette nature, de cette planète. Nous faisons partie de ça. Avec nos cycles menstruels, ça nous permet de reconnecter avec la nature cyclique des choses. Et pour moi, de l'honorer, que ce soit, il y a plein de petits gestes qu'on peut faire. Avec Madame Levary, on a élaboré aussi différents exemples, mais je pense à redonner le sang donc menstruel à la terre, qui est un rituel hyper puissant qui permet de vraiment connecter notre sang menstruel avec quelque chose, avec la nature, de le redonner à la terre-mère, mais aussi de faire une désassociation entre le sang menstruel est un déchet. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, de vraiment comment on peut désassocier mentalement en tant que culture dans notre société le fait que le sang menstruel soit sale, quelque chose qui est honteux, quelque chose qu'on doit cacher. Donc, comment on peut passer de ça à quelque chose de sacré? Le jump est quand même grand dans le sens où collectivement, il y a du travail à faire. Puis, je pense qu'il est en train de se faire, juste le fait qu'on en parle aujourd'hui, c'est un autre exemple. Donc, un des rituels, redonner le sang à la terre, pour moi, je trouve que c'est un des plus puissants. On pourra peut-être en parler un peu plus, mais sinon, il y a d'autres façons aussi juste de marquer ce passage-là qui vient à chaque mois pour une femme. Je pense à, je ne sais pas si vous voyez dans l'écran, parce que je ne me vois pas à cause du panel, mais en gros, juste d'avoir un petit fil rouge que j'attache autour de moi quand je suis dans mes lunes, qui me permet de me souvenir que, OK, en ce moment, je suis dans un moment d'introspection sacrée. Ce n'est pas le moment de forcer sur une boîte ou aller faire un gros workout. C'est comme c'est un reminder. À chaque fois, je le garde pendant toute ma semaine et c'est avec moi. Puis ça me permet juste de ramener à ma conscience que je suis en train de vivre cette transformation-là, ce passage-là, finalement. Merci. Pour toi, Laurence, Émilie, cette notion de sacré, comment vous en parleriez à travers votre expérience? Laurence, par exemple. En fait, je pense que déjà de pouvoir juste reconnecter à ses ressentis physiques et émotionnels au travers de son cycle, c'est la première étape. Parce qu'effectivement, comme dit Erika, il y a un gros jump là entre l'image qui a le tabou qui existe et ce qu'on aimerait en faire collectivement pour toutes les femmes. Et comment on arrive à sauter de l'un à l'autre. Je pense que la première des choses, c'est juste de se reconnecter à soi et de dire, OK, je démarre un nouveau cycle menstruel, qu'est-ce que je vis, comment je le vis, à chaque étape. Puis il y a un super outil pour ça, là, que certaines connaissent déjà, c'est un mandala lunaire, en fait, de noter à chaque jour ce que vous ressentez dans votre corps, ce que vous ressentez émotionnellement, et d'observer les 4 phases du cycle dans lesquelles on passe toutes à travers, et qu'à partir de là, de prendre un pas de recul et de dire, OK, waouh, c'est tout ça ce que je vis, et puis finalement, je ne suis pas anormale de vivre des SPM, puis d'être dans mon enchanteresse, dans ma femme sauvage, et d'aller chercher, d'aller connecter en tout cas à cette intuition-là qui existe en fait, et donc de connecter à son essence profonde et connecter à son sacré. Parce que finalement, reconnecter à son fil rouge, c'est reconnecter à qui je suis et d'où je viens en fait pour mieux comprendre où je vais. Moi, c'est la façon où je pourrais éventuellement amener de dire, OK, la première étape avant quoi que ce soit, c'est déjà de reconnecter à c'est quoi mon cycle menstruel et comment je le vis. Oui, ce que j'entends derrière ça, c'est on est beaucoup dans une culture qui nous parle uniquement de la vision médicale, hein, le syndrome prémenstruel. Et à travers tous vos exemples, vous montrez qu'il y a d'autres paroles, d'autres mots pour communiquer autour des lunes. Émilie, toi qui travailles avec les mots, qui est autrice, qui est humoriste, ça veut dire quoi, trouver les mots justes pour parler de ces passages? Ben, moi, ça veut dire défaire des préjugés.
c'est la première chose qui me vient quand on parle de syndrome prémenstruel. En général, c'est pour nous reprocher une émotivité ou pour nous reprocher quelque chose là, de cet ordre-là. Moi, c'est quelque chose qui vient beaucoup me chercher. Ça m'irrite beaucoup parce que ça ne devrait pas être perçu négativement. C'est-à-dire que moi, à tous les mois, j'ai un cycle. Puis Laurence, tu l'as très bien dit. Puis moi, genre, tu vois, moi, j'ai une application. Il y a des applications qui ressemblent. C'est moins joli, en fait. Là. Mais c'est-à-dire que j'ai pris le temps. Puis à un moment donné, moi aussi, j'ai regardé mon cycle en 4 phases. Puis à un moment donné, ça m'a enlevé de la pression aussi. De un, moi, de dire ah, je suis dans cette phase-là de mon cycle, donc je ne serai pas productive. Tu sais, comme je le sais maintenant. Avant, ça me faisait paniquer. Maintenant, je fais comme, hey, ça ne sert à rien de me battre. Je vais faire ça dans 3 jours. Je vais le faire en 5 minutes, ce que je vais faire en 24 heures. Puis, tu sais, maintenant, il y a comme cette compréhension-là de mes symptômes. Je me connais, je le sais. Moi, ça vient avec des maux de tête la première journée. Ça vient avec une anémie le deuxième jour. Je ne suis plus dans le. Je suis plus dans voyons, qu'est-ce qui m'arrive ou la panique. Là, c'est normal, je le sais, c'est mon cycle. Je m'appartiens. Puis, je suis beaucoup plus confiante quand je vais voir les médecins, quand je vais. Tu sais, je suis capable d'affirmer des choses. Mais de défaire les préjugés, de dire non, non, je ne suis pas émotive parce que j'ai un syndrome prémenstruel. Il y a quelque chose qui a. Tu sais, il y a quelque chose il y a quelque chose qui m'a touchée ou il y a quelque chose qui m'a fâchée. Puis en plus, j'ai tout ça qui se passe dans mon corps, tu sais, puis qui rend le défi encore plus grand, tu sais. Donc, d'arrêter de nous, je pense, j'allais dire décrédibiliser, mais je ne sais pas si c'est le mot que je veux dire, là, mais de rabaisser ou en tout cas de faire en sorte qu'on se sente coupable, honteuse ou pas légitime, en fait, de délégitimiser. Et là, tu vois, je pitch plein de mots. Pour une autrice, c'est pas très fort ce que je fais en ce moment. Hein. J'arrête pas de lancer plein de mots en me disant, il y en a un qui va s'accrocher à ma définition. Mais ouais, c'est ça, c'est de défaire les préjugés. Puis c'est fort, puis je me rends compte que ces préjugés-là, on les adoptent très tôt dans notre mentalité parce que beaucoup de femmes l'ont. J'entends beaucoup de femmes, parce que je suis beaucoup dans un milieu maternel, vu que je suis beaucoup avec la maternité, puis beaucoup de femmes font comme « Hey boy, c'est normal que je sois comme ça parce que je suis PMS ou je suis… » Puis tu fais « Ouais, mais attends, t'étais peut-être fâché contre ton chum avant aussi, puis peut-être que ça, tu sais… » Il faut séparer un peu les choses, puis je pense les nommer. Ou en tout cas, déjà en partant, les nommer, c'est déjà une bonne chose. Pour soi, mais pour les autres aussi, je pense. C'est intéressant ce terme de mots. Hein. Et souvent, on manque de mots. Je sais que dans France, j'étais frappée, moi, du fait que ma grand-mère n'osait pas du tout prononcer le terme de serviette hygiénique. Hein. Quand elle a été enceinte de mon père, elle se cachait dans la rue. Il y avait vraiment tout un tabou. Et parfois, on n'a même pas le mot menstruation ou lune qui apparaît plus récemment, mais on a des espèces de non-mots. Chez nous, moi, j'ai vécu en France, on parlait de machin, on a nos machins ou on a nos ragnagnas, des espèces de sons-mots, mais qui ne sont pas dans cette connexion au corps dont tu parles. Ou alors un terme très technique comme syndrome prémenstruel, qui ne sont pas forcément reliés à l'expérience. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas ce dont on parle, parce que c'est important justement de le nommer, de l'expliquer, Laurence ou Erika, peut-être vous pourriez nous parler de ce qu'évoquait Émilie, cette notion de cycle et de phase à l'intérieur des lunes, justement. Puis après, je vais venir à Jean sur une autre question. Je laisserai peut-être Laurence répondre à la question. Ça marche pas. En fait, effectivement, il y a 4 phases, puis on peut le prendre sous l'angle plus… en fait, il y a 2 angles, mais les 2 angles se regroupent. Donc, si je reprends ce schéma-là, ça permet d'être visuel. En tout cas, moi, j'ai besoin de support. Le premier jour du cycle menstruel, déjà, on va juste rappeler que c'est le premier jour des règles. Parce que ça, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ne savent toujours pas cette information clé. Le premier jour du cycle menstruel, c'est le premier jour des règles. Fait que c'est une période, en fait, où on est dans le repos, l'introspection. C'est comme a dit Erika, c'est pas le moment d'aller faire du workout. C'est pas le moment de pousser la machine, en fait, et d'être dans ce fameux… cliché de pour être une femme, il faut être comme un homme. C'est pas le moment. C'est un moment justement de repos et d'introspection, d'aller regarder, parce que souvent aussi en fait, il y a des études qui ont montré que les femmes émettent des ondes alpha, en fait, à ce moment-là, c'est comme de la méditation à haute fréquence, et donc on est plus à même d'être présent en pleine conscience et peut-être d'avoir certains messages
dans le grand tout, dans appelez-le l'univers, Dieu, les anges, ce que vous voulez, mais il y a peut-être quelque chose à aller chercher comme message au travers de ces menstruations. Donc ça, c'est la première phase en tant que telle. Et on l'associe en fait à l'archétype de la grand-mère, donc de la sagesse, de cette clairvoyance. Donc c'est vraiment, c'est ça, un moment où on prend soin de soi, puis c'est le maître mot, comme ce beau petit bracelet rouge que je porte moi aussi, Erika, pour pouvoir me rappeler que c'est pas le moment de forcer la machine. Puis après ça, on a la phase folliculaire, si je prends les termes très scientifiques, en fait. Donc, c'est la phase, en fait, qu'on associe à la jeune fille, la phase où on est dans l'action, justement. C'est l'énergie yang. C'est cette jeune fille qui est prête à tout accomplir dans sa vie, qui a 1001 projets et qui veut les mettre en place. Ça, c'est la phase de préovulation. C'est maintenant que ça se passe, puis que les idées fusent. Puis, donc, c'est l'archétype de la jeune fille. Puis ensuite, on a l'ovulation, en fait, qui est une phase en fait où on est beaucoup plus dans l'énergie de la mère nourricière, la mère qui porte ses projets, qui nourrit ses projets, sa fertilité, parce que oui, un cycle menstruel à la base c'est pour faire un bébé, mais on ne fait peut-être pas un bébé tous les mois. Donc on va nourrir notre fertilité, mais d'une autre façon. On veut accomplir, beaucoup de femmes veulent accomplir d'autres projets. Donc c'est comment je viens nourrir cette fertilité en moi, nourrir mes projets pour que ça puisse avoir lieu. Et ça, c'est toute la phase de cette mère nourricière, c'est apparenté à la phase d'ovulation en tant que telle. Et puis la dernière phase, en fait, qui est la phase prémenstruelle, la phase lutéale, qui est le fameux 14 jours à partir de l'ovulation généralement. Là, on va faire un général. C'est la phase où justement là, les femmes peuvent avoir le fameux syndrome prémenstruel, des maux de tête, les nausées, mais tout ça va dépendre de la qualité en fait de l'activité du foie en particulier, puisqu'il est au cœur du métabolisme hormonal. Donc si le foie malheureusement tire la patte, ça se peut qu'il y ait beaucoup de symptômes, de signes cliniques associés en fait à un syndrome prémenstruel monstrueux. Et normalement, on n'est pas supposé. En fait, on va avoir 1 ou 2 jours avant ses règles, ce sentiment de repos qui commence à arriver, d'être dans son cocon d'introspection, mais on n'est pas supposé être avec des signes pas possibles pendant une semaine, et j'en passe, que ça soit l'humeur, que ça soit mal au sein, que ça soit les crampes, que ça soit la diarrhée, la constipation, peu importe. Là. Et en fait, cette phase-là est associée à l'archétype de l'enchanteresse, de la femme sauvage qui est intuitive. C'est la femme qu'on ne va pas berner, elle sait sa vérité, elle sait où elle s'en va, puis ça va se passer comme ça. C'est la fameuse femme libre, en fait. Donc, elle peut être sensible si ça vient effectivement écorcher sa propre vérité et son propre chemin, mais elle sait où elle s'en va, puis on recommence avec un cycle d'introspection et de cycle menstruel. Fait que ça, on l'a tout en nous, hein. Il n'y a rien d'exceptionnel dans ce que je dis là, on l'a tout en nous, ces 4 archétypes-là, au fur et à mesure de ce cycle menstruel, que je vous invite à aller visiter, parce que quand on commence à connecter à cette énergie qui est différente dans les 4 phases, notre calendrier, notre agenda est différent. Pendant les menstruations, on ne va pas aller faire une conférence en soi, parce que bon, c'est ça, disons qu'on est dans une société où c'est absolument pas reconnu, en fait. Donc, tu sais, je pense à toutes ces femmes qui vivent de l'endométriose et qui sont en douleur monstrueuse et qui doivent prendre des congés maladie pendant leur menstruation. On devrait, nous aussi, comme à l'époque, partir en loge avec d'autres femmes qui ont marché avant nous, qui ont des choses à nous transmettre et qui vont pouvoir nous accompagner, puis un jour, nous aussi, à notre tour, les accompagner dans leur propre chemin de la féminité. Oui, je vois que dans le chat, des gens nous demandent les références autour de ça. Une des premières qui avait parlé des mandalas lunaires, c'était Miranda Gray, hein, et puis il y en a une autre, Delane. C'est quelque chose qui devient plus populaire. Après, j'ai envie de nommer parce que c'est vrai qu'il y a parfois peut-être un décalage entre des recherches plus scientifiques autour de ces éléments. Moi, j'aime bien en parler en termes aussi, comme tu l'as fait, Laurence, en termes mythiques, mythologiques, donc de voir ça comme quelque chose que les femmes peuvent habiter comme elles le souhaitent. Et c'est là où je vais donner la parole à Jean, parce que finalement, au-delà j'ai l'impression que ce dont tu nous parles, Laurence, c'est ce besoin de sortir d'un temps culturel trop linéaire, trop uniforme, pour réintégrer des moments de changement, des phases de cycle. Et ça rejoint peut-être des choses qu'on sait quand on écoute l'inconscient, quand on écoute les histoires, les traditions.
Et j'avais envie, Jean, de voir toi, qu'est-ce que ça t'évoque, cette notion de cycle, cette notion de symbolisme, d'archétype dont parle Laurent. J'imagine que, en facilitant des loges de rêve, il y a des résonances. Bien sûr, il y a des résonances. Et la première chose que je voudrais souligner, c'est que sans mettre féminin et masculin dans quelque chose d'essentialiste, une définition trop fermée, mais c'est précisément revenir aussi vers une appréhension féminine de la réalité que de reconnaître ces cycles, ces changements, et comment le cycle se répète toujours, et en même temps c'est toujours l'instant présent, mais ça amène toujours quelque chose de nouveau. Alors que le masculin, psychologiquement parlant, aurait cette tendance à l'abstraction et à une prétention à la transcendance au-dessus de la Terre, et à chercher quelque chose qui serait fixe et conceptuellement parfaitement dessiné et finalement complètement figé, et on pourrait peut-être dire par un certain côté malheureusement que c'est mort. Parce que quand on revient du côté du féminin, on revient vers la Terre, et quand on revient vers la Terre, on revient vers les cycles, on revient vers la nature, on revient vers ce qui bouge, ce qui change. Ce avec quoi les hommes, ou je dirais la culture masculine peut avoir du mal justement dans son appréhension du féminin, c'est qu'il y a toujours un certain flou. Comme tu le disais, Florence, il y a les approches scientifiques qui vont poser des choses d'une façon parfaitement définie, claire, avec des concepts médicaux, etc. Mais à qui échappe la réalité vivante? La réalité vécue échappe complètement. Donc, l'endométriose, c'est des symptômes sur lesquels des hommes peuvent parler sans avoir la moindre idée de ce que c'est. Les règles, c'est ça aussi d'ailleurs. Les hommes peuvent parler entre eux des règles et dire plein de choses, mais n'ont la plupart du temps aucune idée de ce que c'est que de vivre les règles. D'ailleurs, j'ai regardé tout à l'heure une petite vidéo qui m'a été suggéré, justement, où on faisait tester à des hommes un appareil où ils éprouvaient des douleurs menstruelles, et ils étaient très surpris. Ils étaient très surpris, surtout quand l'intensité montait. Il y en a un qui se tournait vers sa copine en disant mais c'est ça que tu vis à chaque fois? Bon, et dans l'appréhension de ces choses, le symbole et le mythe et l'histoire est une façon d'approcher avec respect et délicatesse des réalités qu'on n'épuisera pas par un discours scientifique et conceptuel, de faire parler la sensibilité et de se relier au fait que depuis qu'il y a des êtres humains, il y a vécu autour de ça. Et en fait, bien au-delà même des êtres humains, puisque les menstruations, ça caractérise tous les mammifères. Hein. Donc, en fait, on s'inscrit dans un cycle naturel qui vient de beaucoup plus loin. Simplement, nous sommes capables de mettre des mots, nous sommes capables de mettre des histoires sur ces choses-là. Et en fait, ce qui nous manque, je crois, très fondamentalement, c'est tout simplement déjà d'entendre des histoires qui restaurent cette féminité, qui font vivre ces différents archétypes. Et une chose que je voudrais préciser, c'est que ces archétypes du féminin, tels qu'ils s'incarnent dans le cycle, et là, ils s'incarnent, c'est-à-dire qu'ils sont vécus fondamentalement, mais ils concernent aussi les hommes. À partir du moment où un homme est sensible à son propre sensibilité, à sa dimension féminine, il va pouvoir observer qu'il y a des moments où elle a besoin à l'intérieur d'introspection, elle a besoin de se retirer, qu'à d'autres moments, elle va apparaître dans sa sauvagerie, elle va devoir prêter attention à sa propre fertilité intérieure, etc. Donc, c'est des vécus qui concernent tous les êtres humains. Et le problème, c'est qu'on cloisonne bien trop ça. C'est comme si c'était seulement une question qui concernait les femmes entre elles, les hommes, ça ne les concerne pas, bien qu'ils vivent au milieu de femmes, bien qu'ils aient des mères, des sœurs, des amoureuses, des filles, ça ne les concerne pas. Ils auraient besoin d'entendre ces histoires. Donc, au-delà des séparations féminin, masculin ou de ces enjeux plus essentialistes, ça semble nous rappeler quelque chose de l'importance du cycle du mouvement, puis du fait qu'on a le droit d'être changeant dans nos vies,
dans nos moments d'existence, qu'il y a de la place pour être différent, hein, donc une espèce de linéarité. Erika, de ton côté, qu'est-ce qui t'a poussé à fonder Madame Lovary en lien avec cette question, soit de la blessure, de transmission, du manque d'histoire ou des enjeux écologiques? Oui, ben, c'est un peu de tout ça. Je dirais que la première chose qui a vraiment poussé l'idée de mettre de l'avant une alternative écologique pour les menstruations, c'était vraiment de désassocier le fait que le sang menstruel devienne un déchet. C'est comme s'il y a eu une prise de conscience très profonde à l'intérieur de moi-même qui était que c'est complètement wrong, c'est complètement juste, c'est ça. Le sang menstruel qui représente finalement la fertilité, la vie, le cycle de la vie, puis le pouvoir de création, qu'on prenne ça et qu'on en crée des déchets qui sont problématiques sur Terre. Donc, il y a une association qui était comme complètement j'étais hors de moi de réaliser ça, puis c'était comme de voir que ce sang-là, finalement, s'il pouvait être honoré et réapproprié comme symbole de pouvoir, parce que comme on l'a vu avec ce que Laurence a présenté, finalement, le cycle menstruel, si on apprenait ce qu'il représente, ce qu'il crée dans notre corps, si on avait de l'espace, la curiosité et le savoir de savoir comment ça se vit à l'intérieur de nous-mêmes, c'est un outil incroyable, c'est un pouvoir carrément, c'est un coach de vie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 qu'on a à l'intérieur de nous. Il y a tellement de cadeaux. Donc, pour moi, c'est vraiment de se réapproprier en tant que femme, le principe féminin, ce cadeau-là qui est le cycle menstruel, et la Terre en a besoin. Et je rajouterais juste une dernière chose que pour moi, il y a une prophétie Hopi qui m'a beaucoup touchée au moment de cette prise de conscience-là, au moment où justement on est en train d'élaborer Madame Lovary, puis Madame Lovary prenait son essence. Puis c'est vraiment autour, c'est en anglais, fait que je peux peut-être essayer de la traduire, mais c'est donc de dire en fait qu'au moment où les femmes vont commencer à redonner leur sang à la terre, les hommes reviendront à la maison, arrêteront de se battre, n'auront plus besoin de se battre et toutes les guerres seront... il n'y aura plus de guerre finalement. Et c'est mieux dit, c'est en anglais, mais là, j'essaie de vous le faire. Donc, pour moi, ça m'a vraiment touchée, puis ça m'a donné encore plus cette motivation-là, plus profonde que de juste de créer un produit qui, oui, est plus écologique, plus santé, plus confortable, il y a tout ça. Mais vraiment, l'essence de ce qu'on fait, c'est de faire en sorte qu'il y a un outil aussi qu'on puisse redonner ce sang-là à la terre au lieu de jeter dans un tampon ou une serviette dans un site d'enfouissement qui de plus en plus est plein et on n'a plus de place pour les mettre. Donc, c'est un peu ça. Et peut-être dis-nous quelques mots sur Madame Lovary, parce que qu'est-ce que vous offrez? Parce que dans ce changement de paradigme, qu'est-ce que vous offrez? Exact. Donc, avec Madame Lovary, on a élaboré en fait un outil concret pour vivre des menstruations qui sont écologiques et saines, qui est finalement une culotte menstruelle, une culotte qui est lavable, réutilisable pendant des années, qui vient aussi avec des pads amovibles qui se changent au fur et à mesure. Donc, c'est quand même un concept unique. On est très fiers de notre invention. C'est un concept unique au monde là, avec les pads et tout ça. Et donc, c'est un projet, ça fait déjà 4 ans qu'on existe. Il y a plus de 18 000 femmes maintenant qui portent les Madame Lovary. Et donc, on calcule que la quantité de déchets déjà que ça a sauvé sur la Terre, c'est immense. On continue et on offre aussi l'outil, mais aussi pour nous le savoir. Ce que vous offrez maintenant aujourd'hui pour les gens qui écoutent, c'est ce qui est le plus important, puis c'est ce qui permet de faire les bons choix. Donc, c'est fait aussi partie de notre mission à Madame Lovary de faire rayonner ce savoir-là autour du cycle menstruel pour pouvoir mieux le vivre. Merci. Donc, offrir un peu c'est presque un changement de paradigme, hein, si j'entends, dans le rapport à la fois au temps, comme disait Jean, le rapport à son propre corps, et puis à la façon de consommer, si je comprends, et peut-être d'abîmer le sol, la terre dont on provient. Laurence, toi, dans ton accompagnement des femmes qui viennent consulter en naturopathie, qui peuvent, j'imagine, souffrir d'endométriose, d'infertilité, de fausses couches ou d'autres éléments, comment se passe ce changement de paradigme à travers l'accompagnement que tu offres? En fait, c'est sûr que moi, j'ai une clientèle qui veut des bébés. Donc, j'ai une clientèle, je suis très, très en fertilité. Donc, il y a tout ce rapport
à ce cycle menstruel, pour elles, chaque mois est un échec. En fait, chaque mois de retrouver ce sang qui coule, c'est justement cette déconnexion avec ce pouvoir d'enfanter, ce pouvoir de femme qu'elles ont. Fait qu'il y a beaucoup de douleurs en fait associées, et douleurs physiques et douleurs émotionnelles associées au cycle menstruel. Alors oui, il y a l'accompagnement en naturopathie qui est une première étape dans un axe très santé. En fait, moi, dans les premières questions, c'est déjà à quel âge vous avez eu vos premières règles? Est-ce que vous avez été honoré ou pas? Puis qu'est-ce que vous portez comme hygiène féminine? Parce que oui, ça serait génial que tout le monde porte Madame Lobary, mais il n'y a pas que ça malheureusement, et qu'il y a beaucoup de femmes qui mettent malheureusement des produits qui vont débalancer complètement leur flore vaginale et leur flore endométriale, l'endomètre étant la paroi de l'utérus qui permet de créer une prise d'escalade pour que l'embryon puisse s'accrocher et puis devenir un beau bébé dans nos bras. Et ça joue sur la fertilité aussi, en fait, ce point-là. Donc, c'est tout ce rapport à la fertilité. J'ai beaucoup aimé le terme de Jean de dire la fertilité intérieure, c'est de les amener là d'un point A à un point B. Oui, à travers la naturopathie avec les différents outils, la sagesse des plantes et des huiles essentielles, mais pas que. En fait, ça va aussi dans la transmission des savoirs qui, pour moi, est très important. Des femmes qui ont marché avant nous et qui sont là pour pouvoir transmettre à leur tour leur vécu et de pouvoir emmener de manière collective, en fait, cette guérison du féminin. Puis ça, c'est une mission que je porte, que je vis, que j'incarne à 2000%, parce que j'aurais aimé que les choses se passent autrement dans mon parcours de vie. Et en même temps, je me dis, mais c'est grâce à ce parcours de vie-là qu'aujourd'hui, je porte cette mission des premières menstruations à la ménopause, en fait, tout simplement. Ça me permet de faire un lien peut-être avec Jean, parce que ça me semble une figure assez archétypale, justement, hein, ce guérisseur blessé. Hein, souvent, j'observe ça, on trouve des personnes qui se sont intéressées au cycle parce qu'elles ont eu des difficultés avec le cycle, elles ont eu une blessure dans le lien mère-fille, ou elles ont souffert à un certain niveau dans leur corps. Jean, j'aimerais peut-être avoir ton éclairage de jungien autour de soit du guérisseur blessé dont parle Jung parfois, ou de l'importance des symboles. Comment ça peut nous accompagner dans cette compréhension du cycle? Alors, cet archétype du guérisseur blessé, il est transversal à tellement de choses. Hein. C'est l'idée au fond que pour trouver un véritable pouvoir de guérison, il faut traverser la blessure, il faut renaître de la blessure. Et c'est valable par exemple pour la féminité. Et petite parenthèse que je ferai très rapidement, mais dans les rêves de femmes, j'accompagne comme toujours dans les domaines du développement personnel, il y a quand même 80% de femmes qui viennent travailler leurs rêves pour 20% d'hommes. Et dans les rêves de femmes que j'entends, bien souvent, une des problématiques que les femmes rencontrent, c'est celle de restaurer leur féminité, retrouver un lien entier avec leur féminité, la vivre autrement, la libérer. Et il est fréquent qu'à un moment ou un autre, il y a un passage qui soit symbolisé par quelque chose qui se passe avec le sang dans les rêves. Et précisément la restauration de la dimension sacrée du sang. Mais pour rencontrer cette dimension sacrée du sang, qui, entre parenthèses, le sang, quand il apparaît dans les rêves, symbolise volontiers l'âme. Hein, il est le porteur de l'âme, il est la matérialisation de l'âme. Hein, mais pour vraiment rencontrer cette dimension sacrée, il faut en avoir rencontré aussi l'autre côté. C'est-à-dire que précisément, il faut rencontrer le côté, le dégoût du sang, le fait que c'est rejeté, il faut l'avoir éprouvé de telle sorte que ça apparaisse être une impasse, ça n'apparaisse ne pas être vivable, ce n'est pas acceptable. Et c'est cet appel au fond de la blessure qui va amener la réémergence du sacré. Donc en fait, là on retrouve une constante qui est précisément justement une forme d'évolution qui n'est pas linéaire, qui n'est pas masculine, si j'en reviens par là, ou plus exactement solaire, disons, pour sortir de masculin-féminin. Il n'est pas solaire au sens, c'est pas le soleil qui se lève dans le ciel et qui vient tout éclairer d'un coup, mais au contraire, c'est la descente dans les profondeurs
jusqu'à ce qu'une lueur apparaisse. Et la notion du guérisseur blessé, elle est liée à la notion de la blessure sacrée, c'est-à-dire le fait que nos souffrances, que nous soyons hommes ou femmes, nous conduisent au plus intime de notre être, et que c'est là qu'on va trouver les ressources qui nous permettent de revenir vers la lumière, vers la vie, etc., riche d'un nouveau savoir. Un savoir qui a été communiqué par l'expérience profonde et qui permet qu'à partir de ce moment-là, si on le communique à autrui, ce ne soit pas des concepts, ce ne soit pas simplement une information qu'on va pouvoir trouver dans les livres, mais c'est une expérience de vie, c'est donc une présence qui peut être offerte à la personne qui, à son tour, descend dans la blessure. Je trouve ça intéressant, hein, ce que tu amènes, qui fait un petit peu résonance avec ce que disait Émilie tout à l'heure, comme si, là, en abordant ce sujet du fil rouge d'une génération à l'autre, on cherche à faire entendre plusieurs points de vue différents sur les menstruations. Donc autant les points de vue peut-être oui, de la souillure, de la punition, qui sont un peu malheureusement le discours dominant, mais aussi d'autres histoires mythologiques, sacrées, humoristiques, les préjugés hein, qui peuvent enfermer les gens. Comme s'il y avait de la place. Moi, ça me donne une sensation d'ouverture, comme s'il fallait ouvrir sur plusieurs histoires. Émilie, toi, dans ton lien, soit avec les femmes qui viennent à tes spectacles ou les hommes, comment les gens recevaient ton point de vue d'autrice, d'humoriste sur ces questions-là? Quelles étaient les réactions? Moi, je pense que c'est beaucoup de réactions de soulagement, si je peux dire, de connexion et de soulagement, parce que je reviens à ce que je disais tantôt, on n'est pas seul. Tu vois, dernièrement, j'ai publié une photo sur ma page Facebook, là, où il y a tout le monde qui me suit, de mes menstruations qui, en allant aux toilettes, j'ai des culottes menstruelles. Tu sais, moi, j'ai tout le kit. Là. Bon, fait que là, mais en baissant mes culottes, le plein sorti, ça a fait un dégât par terre. Il y en avait sur la toilette. Il y en avait... Mais tu sais, j'ai pris ça en photo. Je l'ai mis sur ma page Facebook en disant « Hey, c'est ça qui arrive aussi. » Ça arrive. C'est pas vrai que je suis seule à vivre ça. Tout le monde vit ça. Et là, c'est quand je vois le déferlement de commentaires, de partages, ça prend des dimensions où je suis comme, ben voyons donc, tu sais, que je savais que je n'étais pas tout seul à vivre ça, mais le fait, comme je reviens à ce que je disais tantôt, de le nommer, je pense que ça crée du soulagement. Tu vois, moi, j'ai fait un numéro d'humour à un moment donné parce que j'ai déjà vécu une anecdote où j'étais justement en spectacle d'humour et en spectacle d'humour, en train de raconter mon accouchement, parce que c'était ça mon numéro, ça peut pas, tout est dans tout. J'étais menstruée et j'ai perdu ma coupe menstruelle. Donc, by the way, ceux qui nous écoutent, si vous vous dites « Hey, ça se peut-tu que ça arrive? » Oui, ça arrive. Quand tu as le périnée slack, ça se peut que ça arrive. Ça ne s'est pas renversé, je n'étais pas en jupe, ça n'a pas fait le gros dégât. Ça a été pogné dans mes jeans avec un inconfort. J'avais hâte que le dernier punch arrive. Mais moi, je me retrouve dans une salle de spectacle en train de faire ça. Je sens ça qui se passe. Je fais « Voyons donc, qu'est-ce qui se passe? » Après ça, je vais dans la salle de bain, mais c'est une salle de bain d'école où il n'y a pas de robinet. Je veux dire, le lavabo, il n'est pas dans la cabine de toilette. Et j'ai juste ma coupe qui est dans mes culottes. J'ai du sang partout, mais je suis juste toute seule et je ris parce que je me dis comment je vais nettoyer ça. Il faut que je sorte de la cabine pour nettoyer tout ce que j'ai partout. Je me dis, j'aurais pu faire une scène de meurtre ici, là, comme mettre du sang dans les... Et après ça, j'en ai fait un numéro d'humour où je raconte ça. Et le rire des hommes, des femmes, parce que c'est quelque chose de tellement juste vrai. On le vit tellement, puis ça peut arriver, tu sais. Donc, je pense que c'est un sentiment de connexion très fort qui nous unit tout le monde, puis un sentiment de soulagement, puis je reviens à dire, de dédramatiser que c'est pas ni tabou, c'est pas dégueulasse, c'est juste ça. Puis des fois, ça se peut que tu perdes ta coupe menstruelle. D'appartenance, hein, parce que finalement, quand tu dis, on est tout ça, on vient de là, on vient du corps, on vient du sang. Oui, puis de le dire, tu sais, puis là, je rajoute une autre dimension. Tu sais, moi, mes enfants, là, mon fils, là, j'ai déjà une professeure qui m'a interpellée quand il était en première année parce qu'en art plastique, il y avait du temps libre après avoir fini, c'est juste, puis il avait dessiné un utérus. Il y avait, tu sais, parce que nous, chez nous, c'était très, je veux dire, on dit les vrais mots, on montre comment on fait des bébés. Puis comme j'étais enceinte à ce moment-là, mon fils il était très curieux de ce qui se passait dans mon ventre. Donc, on lui avait montré un utérus. Fait que lui, il s'est mis à dessiner un utérus. Mais ça l'a fait rire toutes les amies. Puis elle a perdu le contrôle de la classe. Là. Mais j'ai trouvé ça, tu sais, elle m'a interpellée en disant comme si c'était pas correct, tu sais.
Puis moi, j'étais vraiment dans la naïve de dire, mais il a dessiné quoi, tu sais? Puis, ben, un utérus. Je dis, ben, il l'a-tu bien dessiné? Il y avait combien de trompes de Fallope pour que tu sois fâché comme ça? Tu sais, comme je comprenais pas l'enjeu. Je me disais, mais quelle opportunité ratée comme professeur à ce moment-là pour dire, hey, on reconnaît c'est quoi, on explique c'est quoi. Puis, tu sais, les enfants, en général, ne sont pas intéressés si longtemps que ça à un sujet, là, tu sais, dans le sens tu l'expliques, tu réponds aux questions, puis après ça, tu reprends. Mais je trouvais qu'elle a manqué. Puis je trouve qu'on est dans une société en éducation, en santé, on manque beaucoup d'occasions qui pourraient être juste faire en sorte que les choses soient plus simples pour les enfants et les générations à venir. Tu sais. Il y a de plus en plus un mouvement qui justement cherche à montrer davantage d'utérus versus de sexe masculin. Et ce que tu nommes, c'est qu'il y a un enjeu d'éducation. Ben oui, puis juste si tu parlais de publicité, là, quand est-ce qu'on va avoir des produits hygiéniques, là, mettons, qui vont nous montrer des menstruations au lieu de montrer un liquide bleu? Il vient de où, ce liquide bleu? J'ai pas du Windex qui me coule entre les jambes. Là. Tu sais, mais c'est niaiseux, ça joue sur notre inconscient complètement. On voit pas la vraie affaire. Puis tu sais, j'écoutais ce que Laurence disait tantôt. Dans cette première partie de cycle-là, pourquoi on nous montre qu'on peut faire du cheval, faire du deltaplane? Tu sais, on n'est pas là-dedans. C'est une déconnexion vraiment très grande entre ce que la femme vit, ce qu'on vit en tant que société. Puis, tu sais, à travers les générations, moi, j'aime aussi, donc j'aime m'adresser aux plus jeunes puis voir c'est quoi l'éducation, mais j'aime me retourner vers mes tantes plus vieilles, tout ça. Tu sais, moi, à un moment donné, j'étais dans une phase où je devais avoir un cycle menstruel vraiment abondant, puis à chaque mois, je tachais mes draps de lit, puis j'étais comme tannée, puis ça partait pas. Puis j'ai juste lancé ça, puis c'est ma tante que je parle 3 fois par année qui m'a dit « Hey, essaye le bicarbonate de soude avec du vinaigre, avec, tu sais, puis ben merci, moi je l'avais pas cette info-là, tu sais. Puis là maintenant, je suis capable de la dire quand que je vois quelqu'un d'autre qui fait « Hey, j'ai taché ta paille, il y a du vinaigre, tu sais. » Ce savoir-là, c'est des choses que tu n'apprends pas à l'université, ou tu sais, ou peut-être qu'il faudrait, là, mais le valoriser en tout cas. Merci de ton authenticité, puis ta simplicité. Ça met des mots sur des choses qui sont encore très tabous, puis qui font des occasions de partage. Et en parlant de partage, comme il est déjà 1h30, je propose peut-être d'ouvrir les questions au public. Il y en a une, donc je vais juste nommer ce qu'une personne dit. Elle dit « J'ai commencé la symptothermie, je prends le temps d'observer mon corps et mes ressentis à tous les jours de mon cycle. Je trouve très important d'observer ces ressentis et j'aimerais savoir comment faire pour faire en sorte que les adolescentes voient cette importance et cette compréhension de soi que j'ai pris conscience, dont j'ai pris conscience à 25 ans. » Donc, Erika, peut-être Laurence, qu'est-ce que vous auriez envie de répondre à ça? C'est au cœur de cet enjeu de transmission. Parfois, ça prend des années avant de rencontrer un endroit où on ose parler de ça. Moi, les premières loges de femmes, je les ai rencontrées peut-être à 33, 34 ans et je trouve que ça peut être long. Donc, qu'est-ce que vous conseilleriez aux gens qui, à travers notre discussion aujourd'hui, commenceraient à s'intéresser à ça? Ben moi, déjà, j'aimerais souligner que 25 ans, waouh, j'aurais aimé ça, 25 ans, être consciente, avoir cette connexion avec la symptothermie. J'ai envie de profiter de cette occasion-là pour parler de Serena Québec, en fait, qui est un super organisme à connaître au Québec, qui enseigne, qui fait des ateliers justement pour apprendre la méthode symptothermique, méthode qui a été mise en place par un médecin, en fait, qui permet de connaître les phases de son cycle, quand est-ce qu'on est fertile et quand est-ce qu'on ne l'est pas. Parce que je vais juste rappeler quelque chose, mais l'ovocyte, quand il est mature à l'ovulation, il a une durée de vie de 12 à 24 heures. Donc, la contraception naturelle serait de quelques jours pour faire attention en fonction de la durée de vie des spermatozoïdes, en fonction des rapports sexuels qu'il y a pu avoir. Donc, j'emmène juste le point de la contraception au passage parce que ça fait partie justement de cette reconnexion à son cycle menstruel, parce que quand on est sur pilule, stérilée, etc., loin de moi de diaboliser la contraception, mais on est déconnecté finalement de son cycle et de son corps et de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, déjà, premier outil pour Émilie et les autres, Serena Québec avec les ateliers qui sont faits. Il existe multiples livres en fait sur le sujet. On a parlé de Miranda Gray avec la Lune Rouge tout à l'heure, extraordinaire. Il y a aussi le
le livre de Sarah Maria Leblanc, Sagesse et pouvoir lunaire, il me semble quelque chose comme ça. Il y a aussi le dernier en date de Geneviève Sarrazin-Côté, le grand livre du féminin sacré, qui pour moi sont des premiers livres qu'on peut transmettre à ces adolescentes, à ces jeunes femmes, de dire voilà, il existe autre chose que ce que tu as pu apprendre dans les livres ou à l'école. Et puis encore une fois, c'est honorer ce premier rite de passage des menstruations à travers un coffret des premières lunes, en tout cas de l'accompagner en conscience de cette rencontre avec son pouvoir de femme. Erika, je crois aussi qu'à travers Madame Levary, vous faites table ronde pour transmettre donc différents discours autour du sang des lunes. Oui, tout à fait. Ben, à chaque mois, on a une offre différente qui tourne autour de la santé au féminin. On va rentrer des fois dans des thématiques de la sexualité au féminin, par exemple. On a parlé aussi de la méthode symptothermique, des moyens de contraception. Donc, il y a plusieurs thématiques. À chaque mois, c'est gratuit. Vous êtes les bienvenus d'aller regarder là, sur Madame Levary pour la prochaine, c'est le 24 février. Donc, je pense que pour répondre à la question, je pense qu'il y a plusieurs façons. Bon, c'est sûr que tous les livres, toutes les ressources comme les tables rouges, comme le panel qu'on a aujourd'hui. Mais pour moi, ce que je sens qui est là où on va plus transmettre à un autre être humain, je pense que c'est par notre propre façon de nous vivre. Puis il y a quelque chose qui s'installe de vrai à l'intérieur de nous. Puis après ça, c'est beaucoup plus facile de le transmettre. Fait que si, j'ai envie de dire, tu es à 25 ans, c'est génial si tu es déjà sur ce chemin-là et juste de faire ton chemin t'inspire. C'est sûr que le prochain step, ensuite, c'est d'ouvrir la porte à la discussion. Parce que c'est bien de l'embody, mais après, c'est comment tu trouves juste cette petite porte, de faire un petit effort de, OK, à quel moment ça peut être un bon moment où on parle de menstruation? Puis, il y a plusieurs façons. Là, dans le concret, je parlais tantôt, exemple, d'une chaîne de taille. Ça peut être aussi simple que la personne, l'adolescente ou la personne dans votre famille ou une amie, de dire « Hey, j'ai un cadeau pour toi. » Ça, c'est quelque chose d'y expliquer qu'est-ce que c'est. C'est d'abord de l'utiliser nous-mêmes, mais d'offrir un cadeau, un reminder qu'à chaque fois que tu es dans tes lunes, c'est un petit bijou pour te rappeler de prendre soin de toi puis que ce moment-là est sacré. Des fois, juste d'ouvrir cette porte-là, puis tu peux ouvrir à une discussion, puis ouvrir à une transmission. Donc, pour moi, je trouve que la transmission, d'abord, la clé, c'est de bien comprendre, de le vivre nous-mêmes, de l'expérimenter, pas juste de le lire, pas juste de l'apprendre ici avec la tête, mais cellulairement, de faire ce rituel-là, d'aller donner le sang à la terre, parce qu'il y a vraiment quelque chose de magique qui s'explique des fois pas avec les mots, mais qui va transformer. Donc, d'abord de le vivre pour nous-mêmes, puis ensuite de trouver des bonnes façons, des bons contextes où on peut ouvrir cette porte-là, puis aller en parler avec la personne la plus jeune, ou donc, soit par donner un cadeau, soit par dire « Hey, j'ai vécu ça, partir de notre expérience. J'ai vécu ça dans mon cycle, je ne sais pas comment ça se joue pour toi. J'aurais envie de savoir comment tu vis, toi, ton cycle menstruel. Je suis curieuse parce que moi, je l'ai vécu comme ça, comme ça. » Donc, juste d'ouvrir la porte, c'est une bonne façon, je pense. Je trouve très, très beau ce que tu viens de dire là, parce que moi, c'est quelque chose qui me touche aussi de faire attention de ne pas rentrer dans une nouvelle prescription de ce que ça devrait être. Mais ce que tu nommes ici, c'est la curiosité d'entendre parler les uns les autres de cette expérience-là. Puis ça me permet de faire peut-être le lien avec une des questions qui est aussi un enjeu important. Moi, j'ai eu aussi des personnes trans dans ma clientèle qui disaient à quel point elles ne se sentaient pas reconnues d'avoir justement leur menstruation et on va uniquement parler des femmes et non pas donc de la réalité de personnes trans qui ont leur menstruation ou de personnes non binaires. Et ça pose la question là encore des mots. Comment est-ce qu'il y a des références? Est-ce qu'il y a des ressources qui pourraient être conseillées aux personnes qui nous écoutent et qui peuvent justement contribuer à aborder cette question au-delà des enjeux trop essentialistes qui peuvent être blessants parfois. Est-ce qu'il y a parce que l'idée, c'est finalement d'entendre plein de points de vue différents, d'enlever les tabous, d'enlever les stéréotypes. Je ne sais pas si vous en connaissez. Moi, je suis pas une experte, je n'ai pas nécessairement les ressources. Moi, j'avais envie d'amener un point avec cette question-là aussi, puis un peu sur ce que Erika vient de dire. Moi, j'ai écrit un livre. Le dernier livre que j'ai écrit, c'est un roman jeunesse, ce qui fait que je suis en contact avec les adolescents
de manière assez rapprochée là, depuis les derniers mois, je dirais, là, depuis à peu près 1 an, c'est-à-dire sur les médias sociaux, ils sont très actifs. Et j'ai la chance d'avoir des petits groupes fermés d'à peu près 10-15 adolescentes, en fait, qui étaient pour un autre projet, mais on est sur un petit groupe fermé. Et donc, ces questions-là passent. Et ce que je vois, c'est que je me rends compte que, pour répondre à la question que tu viens de dire, Florence, je me rends compte que il n'y a pas encore beaucoup de choses qui ont été écrites, il n'y a pas encore beaucoup de choses qui ont été faites sur la réalité des gens non-binaires ou de l'identité de genre, mais je pense que les experts, c'est les générations plus jeunes que nous. C'est-à-dire que maintenant, là, moi, quand je suis en contact avec les ados, là, la fluidité du genre, l'identification, ça, là, ça va, là, ça, c'est saisi, là, pansexuel, leur orientation sexuelle, il n'y a pas de complexité, ils ne sont pas confus. Donc, j'aurais tendance à aller vers ces personnes-là, de dire, mais comment toi, tu aimerais qu'on t'en parle ou comment t'en parlerais? Puis après ça, de peut-être se créer les outils. Et donc, dans la même veine, de dire, exactement, il ne faut pas avoir une prescription sur comment on devrait en parler, je pense, aux adolescents, aux adolescentes. Par contre, moi, ce que j'aime, c'est revenir à l'idée du village pour éduquer les enfants puis les adolescents et tout ça. Et moi, j'adore m'entourer de ces personnes-là différentes qui n'ont pas nécessairement la même vécu ou la même façon de vivre les choses que moi, mais que je sais que je vais pouvoir exposer, si on peut dire, mes enfants à ces personnes-là, puis le faire de manière consciente. C'est-à-dire pas juste ah oui, il y a quelqu'un que je connais qui. Non, non, mais comment on peut provoquer ces rencontres-là? Moi, je pense en termes de rituels aussi. Je me dis, bon, ma fille n'a pas encore eu ses premières menstruations, mais ça fait déjà quelques années que j'y pense. Puis je me dis, quand ça va arriver, je veux en faire une célébration, un rituel. Je veux organiser un cercle de femmes, peut-être mère-fille, peut-être. Ou un peu, moi j'avais, encore une fois, je parle le mot, puis ça c'est parce que j'ai eu 4 enfants, puis comme ma mémoire, mais comment ça s'appelle le rituel avec des draps, puis on nous entoure, le rebozo? Voilà, merci Laurence, je l'ai vu sur tes lèvres, on a joué, on joue, je te donne un premier mot, deuxième syllabe. Mais ça pour moi c'est un type de rituel dans lequel on peut s'inspirer, puis aller voir, puis justement s'inventer nos rituels. C'est-à-dire s'inventer nos rituels avec les adolescents, les adolescentes. Puis je peux te dire qu'elles en ont besoin parce que moi, j'ai eu une discussion comme ça avec les adolescentes où elles se parlaient entre elles. Hein, puis moi, je suis comme juste un peu observatrice, puis qu'elles se parlaient de ça, des menstruations. Puis je me rends compte que les parents n'en parlent pas vraiment avec leurs enfants, probablement par malaise, probablement par inconfort, parce que probablement que les menstruations, c'est proche de la sexualité, donc on n'est pas super à l'aise avec ça, tout ça. Mais moi, j'aurais envie de dire à tous les parents, c'est la même chose que n'importe quel aspect que tu veux parler avec tes enfants, tu sais. Et j'aurais envie de dire, puis là, je vais faire ma tante là, qui a presque 40 ans, puis qui va parler, exemple, à Laurence, qui a des enfants plus jeunes, OK? Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, j'ai eu la chance d'avoir des femmes plus vieilles que moi qui m'ont donné ce conseil-là quand mes enfants étaient plus jeunes, puis que tu ne dors pas, puis tu sais, voyons, quand ça va arriver, de dire la manière ou la relation que tu veux avoir avec tes enfants à l'adolescence, il faut que tu la nourrisses dans la petite enfance. C'est-à-dire que ce n'est pas à 13 ans, quand tes enfants ont 13, 14, 15 ans, que tu vas commencer à dire « Hey, j'aimerais ça qu'on ait une bonne relation, puis qu'on se parle de gros enjeux, puis qu'il y ait une intimité. » Tu sais, si tu n'as pas nourri ça dès la petite enfance, ça n'arrivera pas comme ça en criant des doigts. En criant des doigts, puis j'ai claqué des doigts. Je voulais dire en criant ciseaux, claquer des doigts. Hein, François, dessine-moi ça, claque-moi des ciseaux, hein, je te vois aller, là. Bon. Et de dire, il faut que tu nourrisses ça dès l'enfance. Donc, c'est beau parce que ça te permet de le prévoir vraiment longtemps d'avance. Fait que moi, ça fait vraiment longtemps, j'étais enceinte de ma première fille quand ça m'a chamboulé de dire qu'est-ce que ça veut dire être mère d'une fille. Puis là, je me rends compte que, tu vois, avec ma fille, des fois, la discussion est difficile. Fait que nous, on a un journal. On a un journal qu'on se tient à deux, puis on s'écrit ces choses-là plus profondes, puis on se le tend, puis on se répond à notre rythme, puis on a ces conversations-là un peu plus profondes qu'on n'aurait peut-être pas face à face. Mais ça, c'est nous, ça nous ressemble. Mais tout le monde peut développer ses propres outils par rapport à tous les sujets ou aux sujets qui nous concernent aujourd'hui. Donc, de se faire confiance, d'avoir l'instinct, de s'entourer, de voir que nos enfants sont exposés, puis en même temps partir de eux parce qu'eux aussi ont leurs propres solutions, je pense. Donc la transmission, là, tu nous parles de quelque chose de créatif, hein, on peut inventer, créer. Puis ça m'amène à Jean, tu m'as partagé quand on préparait un peu la table ronde, une belle initiative, je pense, d'une de tes collègues ou amies en Belgique, visant à éduquer les pères ou les hommes autour des menstruations des lunes de leurs compagnes. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Oui, tout à fait. Bon, pour moi, c'est un sujet extrêmement important parce que je pense qu'il y a vraiment une problématique d'éducation des hommes à ces sujets-là, qui reçoivent encore moins d'informations que les femmes n'en reçoivent et qui sont très démunies parce que même
plus tard, là, dans leur vie adulte, la femme reste un mystère. Là, ils se questionnent sur mais qu'est-ce qui se passe hein, pendant les règles. Alors évidemment, on parle du SPM et tout, mais après, l'impression justement, le SPM, c'est l'occasion de décrier, puis après de dire j'essaie de faire tout ce que je peux, mais elle n'arrête pas de changer d'humeur, elle n'arrête pas de. Etc. Et en effet, j'ai une amie que je vais nommer parce que ça permettra de retrouver son site, Caroline von Bibikoff, dont le site s'appelle communiki.be. C'est une communicante qui anime des tentes rouges et qui a pris l'initiative à un moment de créer des cercles d'hommes pour leur communiquer l'information sur le cycle féminin. Et donc, je suis allé l'interroger parce que c'était vraiment une initiative qui m'intéressait beaucoup. Elle a fait ça à 3 reprises. À chaque fois, elle a eu une dizaine d'hommes qui sont venus. Ça a été à chaque fois 4 séances, 4 rencontres. Elle me disait que ça n'avait pas été facile d'aller chercher les hommes qui, a priori, ils ne se montraient pas très intéressés, mais qu'en fait, à partir du moment où ils étaient venus une fois dans une de ces rencontres, alors là, l'intérêt se manifestait, ils en redemandaient, ils avaient des questions. Et non seulement la dimension d'enseignement, d'avoir de l'information, d'entendre parler par exemple des 4 phases, d'apprendre la biologie, de comprendre la relation entre les humeurs, les hormones, le cycle, la lune, toutes ces choses. Mais il y avait aussi cette phase très importante, m'a-t-elle dit, du partage entre hommes. Et tout d'un coup, enfin, dans ce cadre-là, elle terminait les séances à chaque fois en les laissant en sous-groupe parler entre eux. Elle me dit que c'était extraordinaire ce qui se passait, parce qu'au fond, c'était la première fois que des hommes avaient vraiment l'occasion de parler de leur relation à quand même ces éléments fondamentaux de la vie avec leurs compagnes, etc. Aussi pour beaucoup de pères célibataires, par exemple, qui peuvent être confrontés à ces questions-là au travers de leurs filles. C'est la première fois qu'il y avait un espace où ils pouvaient en parler entre hommes, et autrement sur le mode du rire gras et justement des clichés sur le SPM. Et que c'était pour elles très émouvant de voir que mais ces hommes, une fois que la parole leur a été donnée, ils avaient des choses à partager, ils avaient des enseignements à se communiquer les uns aux autres par rapport à ça, et d'un coup, ils partageaient une autre réalité. On pourrait dire presque que c'était la face cachée de la Lune, tout d'un coup, qui se révélait, et qui se sentaient concernés. Ils se sentaient vraiment concernés, que ce soit dans la relation à leur conjointe, ou encore une fois, j'en reviens là, c'est vraiment une question fondamentale, par exemple, pour les pères. Et on est quand même à une époque où la paternité est en train de se renouveler très profondément. Peut-être pas chez tous les hommes, mais c'est quand même une question. Les pères sont en général plus impliqués qu'ils ne l'étaient dans l'éducation de leurs enfants. Il y a beaucoup de pères maintenant qui ont leurs filles en garde partagée quand ils ne sont pas pères célibataires et qui doivent communiquer quelque chose autour de ça à leurs filles. Donc, d'énormes questions. Et puis, il y a une prise de conscience qui ressort de ces expériences, c'est que le père doit préserver le lien à travers ce passage. Il y a toute la dimension de la célébration du passage qui fait que la jeune fille est en train de devenir femme, la reconnaissance de cette dimension sacrée, de l'honorer. Mais un homme qui est ignorant par rapport à ces questions-là se retrouve très généralement pris au piège de tout d'un coup perdre la petite fille pour se retrouver tout d'un coup face à une femme, il ne sait pas quelle relation avoir avec elle. Et quand ces questions-là ne sont pas éclaircies, il y a tout le problème du désir et de la peur du désir. C'est bien que la jeune femme vit très souvent une perte terrible, qui est la perte de son contact affectif avec son père, qui la repousse. Ça, c'est un des drames. Et c'est un des drames qui vient d'un manque d'éducation des hommes. D'un manque d'éducation, je pourrais dire d'éducation sexuelle, d'éducation à la sexualité et aux réalités de la vie, qui, quand les hommes ont une meilleure compréhension de qu'est-ce qui se passe, ils sont en mesure, à ce moment-là, de porter un regard sur leur fille en disant « Je te vois, je te reconnais, maintenant tu es en train de devenir femme et j'honore ça, je te respecte,
et je te protège. Et je permets encore à la petite fille d'exister, et donc possible encore d'avoir des câlins, etc. Et toute cette problématique du désir s'évanouit par le fait que d'une connaissance de soi, d'une connaissance de la relation au féminin et ce genre de choses. Donc, c'est vraiment essentiel. Moi, à mon avis, il se passe quelque chose de très important dans nos sociétés actuellement, qui est précisément que les femmes et le féminin en général se réapproprient ces questions-là, que ça sort de l'invisibilisation sociale dont on parlait, le fait qu'on n'en parle pas, que du coup, ça sort de la honte. C'est merveilleux. Ça traduit une évolution des relations entre les hommes et les femmes, le masculin et le féminin, qui est peut-être une des plus grandes révolutions civilisationnelles. C'est probablement plus important que toutes les découvertes techniques qu'on a faites dans les 100 dernières années, cette évolution, qui d'ailleurs se prolonge dans toute cette question des genres, et d'un coup de la liberté par rapport aux gens. Puis je rejoins complètement Émilie dans l'idée que c'est à eux de nous apprendre, parce que c'est ces jeunes qui sont sur la frontière de l'évolution en inventant littéralement ces nouveaux rapports aux genres, etc. Et derrière ça, il y a quelque chose qui est merveilleux, c'est qu'on va vers un être humain qui a du masculin et du féminin. Ok, il est sexualisé dans son corps, mais il n'est pas nécessairement sexualisé ou genré de la même façon dans sa psyché. Il peut donc être complexe. Et de toute façon, qu'il soit homme ou femme, trans, gender fluide ou quoi que ce soit, il y a du masculin et il y a du féminin qui dansent. Et donc, à mon avis, la prochaine étape, c'est vraiment l'éducation des hommes. C'est vraiment que ces choses-là rejoignent les hommes et que... c'est ça la fin de l'invisibilisation, c'est quand les hommes seront capables d'en parler entre eux et avec les femmes d'une façon naturelle, comme ça fait partie de la vie. Erika, je te vois bouger. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je sais que vous faites aussi tu applaudis, c'est ça? Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter en lien à ce que fait Essentia ou... Mais je faisais juste écho à Jean, que je connais et qui est cher à mon cœur, voilà. Donc, avec Rit, donc merci juste pour tes paroles. Je trouve que c'est tout à fait juste et ça fait résonner juste pour moi parce que le mois prochain, la table rouge qu'on va présenter avec Mme Levary, c'est justement le cycle menstruel, mais expliqué pour l'homme. Donc, pour la première fois, on va mettre ça en contexte pour que, en fait, le public, c'est les hommes. Puis, on va le mettre d'une façon pour dire venez apprendre le cycle menstruel, puis bref, avec Stéphane, que je connais bien aussi. Donc, tout ça pour dire que je suis juste très heureuse d'entendre ça. Ça fait du sens. Puis même au niveau, c'est ça, de la transformation en tant qu'humanité qu'on est en train de vivre, le fait que justement les gens deviennent de plus en plus, on devient de moins en moins genrés et qu'on danse plus avec nos deux polarités à l'intérieur, on prend conscience de ça. Finalement, c'est plus une prise de conscience. Puis aussi toute la notion du principe féminin qui est la terre, Gaïa, Pachamama, la terre-mère. Donc, dans toutes les traditions premières, la terre en tant que telle était un principe féminin. Donc, moi, j'aime bien me raconter dans ma dimension sacrée de l'existence que la terre est en train d'appeler avec ses vibrations, avec sa vibration, elle appelle les femmes à se reconnecter. Puis il y a quelque chose qui est vibratoirement, les femmes, parce qu'on est dans un corps de femme, on pogne le poste. Et les hommes aussi peuvent le pogner s'ils sont capables d'entrer dans leur nature féminine réceptive. Mais il y a vraiment un appel, je sens, en ce moment, dans la transformation qu'on vit avec les temps spéciaux, on ne sait même plus comment les décrire, mais qu'on vit, il y a vraiment cet appel-là de la Terre qui dit... c'est le moment de faire un switch du patriarcat, du linéaire, de quelque chose de rigide, puis d'aller embrasser la résilience de la Terre, vraiment. Fait que pour moi, c'est juste du bonbon de t'entendre, Jean, puis de vous entendre tout le monde, j'ai le cœur rempli, fait que merci. C'était juste ça, mon... D'accord, parfait. Je vois qu'il y a une autre question, je ne sais pas si une personne qui nous demande est-ce qu'il est possible de recueillir le sang d'une jeune fille lorsque la coupe menstruelle n'est pas une option? Moi, j'ai quelque chose à dire là-dessus. Florence ou Erika, oui. Une belle façon de faire qui m'a été enseignée quand j'étais en Colombie par les indigènes de la Sierra Nevada. D'abord, on m'avait dit, quand tu vas avoir tes règles, faut que tu ailles voir cette femme-là, qui était la femme la plus âgée du village. J'ai eu mes règles, je suis allée voir la femme, elle m'a donné un petit bout de coton. Puis
Puis ce qu'elle m'a dit, c'est juste, tu peux imbiber ce bout de coton-là de ton sang menstruel et mets-le dans une feuille, quelque chose, et viens me le reporter. C'était ça la façon de récolter. Et elle, ce qu'elle allait faire avec ça, c'est en fait, elle allait sembrar, elle allait mettre en terre, semer ce bout de coton-là avec mon sang menstruel. Donc, si c'est pour une dimension plutôt sacrée, si on veut en faire quelque chose de sacré puis que la coupe n'est pas une option, il y a le petit bout de coton qui peut être quand même une belle option. C'est sûr que la culotte menstruelle, je reviens à ça, c'est sûr que c'est une option qui est non intrusive, là, qui est vraiment à l'extérieur. Et il y a moyen de récolter le sang menstruel avec les sous-vêtements menstruels. Ce qu'on fait, c'est juste qu'on met dans l'eau froide, on fait baigner un petit peu, puis on récolte en fait ce sang-là qu'on peut aller remettre dans le jardin, dans un trou. Donc, il y a moyen quand même de le récolter, mais ça dépend de l'intention, mais c'est deux options possibles. Donc, c'est aussi la version symbolique de vanter. Laurence, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Sinon, on va bientôt quitter. C'est exactement ça, en fait. Ce qu'a dit Erika, c'est que les sous-vêtements menstruels lavables sont hyper faciles d'accès pour récolter son sang. Puis il y a peut-être juste un point que j'aimerais rajouter, dont on n'a pas, en tout cas peu évoqué, mais il existe aussi des tentes roses pour ces jeunes filles, en fait, qui vont vivre leur menstruation, qui sont là-dedans et qui peuvent aller rejoindre un espace sacré, justement, où elles peuvent se déposer dans leur force et dans leur vulnérabilité. Ça existe au Québec, je suis sûre qu'en France, en Europe, il doit y en avoir aussi, d'inviter, en fait, chacune qui le ressent à rejoindre une tente rose pour les femmes qui n'ont pas encore la menstruation ou une tente rouge pour les femmes qui vont accompagner aussi ces jeunes filles-là, parce que comme l'a très bien dit Erika, on ne peut pas transmettre à des jeunes filles une autre façon, un autre regard, une autre mise en perspective sur nos menstruations si nous-mêmes, on n'a pas fait le chemin. Et donc, c'est à chaque femme, peu importe son âge, de reprendre son pouvoir de femme, de se reconnecter à son essence profonde. Ces espaces-là existent. Je vous invite à les découvrir parce qu'il y en a plein. Et puis, il y a autant de tentes rouges que de facilitatrices, en fait, qui va y mettre sa couleur. Donc, allez voir, allez oser rejoindre une communauté de femmes comme ça pour commencer votre propre chemin. Il existe aussi des tentes pourpres, aussi pour les femmes ménopausées, qui sont aussi un lieu de partage et d'accès à la femme sage en soi. Donc, c'est aussi pour montrer que ça va dans toutes les directions. Je pense qu'on va devoir quitter. Est-ce qu'on a le temps pour un mot de la fin de chaque personne, Victoria, ou il faut qu'on arrête ici? Non, on a le temps, on va prendre le temps, il n'y a pas de souci. Alors peut-être j'ai envie de me rediriger vers chacun d'entre vous, déjà de vous remercier, puis de voir si vous avez envie de rajouter quelque chose autour de ce thème de la transmission. Qu'est-ce que vous auriez envie de... Moi, j'aurais envie de dire merci. D'abord, je suis très reconnaissante. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. J'étais très ouverte, en fait. Puis là, j'ai appris plein de choses. J'aime ces moments-là pour me reconnecter avec moi-même. Donc, je repars avec beaucoup de gratitude. Puis un rappel de comment prioriser les choses dans ma vie. Fait que parce que la transmission, c'est aussi de se transmettre à soi-même. On dirait que c'est ça, je ne sais pas si ça a du sens, là, mais c'est comme si j'avais oublié un peu. Là, on en parle, je vous entends, ça me donne tout de suite envie de me reconnecter. Puis je fais, ah oui, d'abord, il faut que je me transmette à moi-même avant de transmettre aux autres. Donc, c'est comme un bon rappel. Merci beaucoup. On est notre propre instrument. Et moi, ce que j'ai envie de dire pour le mot de la fin, ce qui monte maintenant, c'est aussi de la gratitude. Je suis très heureuse d'avoir vécu ce moment-là avec vous. J'ai beaucoup aussi appris. Et ce qui monte, c'est drôle, c'est des paroles que ma tante disait, donc Paul Lebrun, qui est fondatrice de l'école Aurée de Passage. Elle disait, c'est comme si la vie, tu sais, il y a la vie métro, boulot, dodo, qui est comme l'horizontale, disons, mais que l'être humain a besoin d'un moment de verticalité. Et c'est dans ces moments de verticalité-là qui peuvent être facilités souvent par des rituels ou des formes qui nous amènent dans cette profondeur-là. C'est là où on va vraiment se nourrir. Il y a vraiment comme, ça vient marquer l'espace-temps de nos vies et d'identifier des moments comme les premières règles comme étant une porte incroyable pour venir marquer l'inconscient. Puis elle disait souvent, c'est comme un théâtre, finalement, on joue, faire un rituel, finalement, c'est juste jouer un théâtre pour notre inconscient, pour qu'il pogne un poste, puis on vient mettre une graine, là. Donc, c'est vraiment faire de la magie, de ritualiser notre vie. Fait que
pour moi, ce qui montre, c'est ça, c'est dire l'importance des rituels, que le cycle menstruel en est un qu'on peut vivre à chaque mois, les premières lunes encore plus, et comment redonner cette dimension sacrée-là en ouvrant la discussion, en allant chercher les informations, mais en connectant surtout avec la magie de ce que ça porte. Je pense que ce serait ça mon mot de la fin. Puis merci à tout le monde. La magie. Parfait, c'est un bon mot pour finir. Jean ou Laurent, c'est ce que... Oui, pour moi, le mot de la fin, ce serait aussi merci. Je trouve ça super, une telle initiative. Je trouve que c'est important. Justement, encore une fois, sortir de cette invisibilisation, nommer les choses et puis restaurer cette dimension sacrée. Reconnecter la dimension sacrée à la nature, au corps. Sacré, là, si on l'entend, si on sort des gros mots, je pourrais dire, on peut entendre sacré, solacré, c'est créatif. À partir du moment où on ouvre ça, il y a quelque chose qui se crée. Et moi, je trouve que c'est des initiatives comme cette table ronde, c'est essentiel. Il faut qu'on parle de ces choses-là. Je suis très honoré d'y être invité en tant qu'homme. Et ça m'amène à un dernier point. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure de l'éducation des hommes, c'est important que ce soit une femme qui organise ces cercles d'hommes. Et c'est important que ce soit communiqué par celles qui vivent l'expérience. J'ai fait une blague en me présentant, en disant « j'ai un scoop pour vous, je ne sais pas ce que c'est finalement en réalité ». C'est bien une façon de me positionner et de dire « je vais parler à partir de ma position d'homme, mais je ne peux pas parler ». Il y a trop souvent les hommes ont parlé comme ça sur les femmes, sur le vécu des femmes. Même Monsieur Jung, là, il a glosé sur l'animus des femmes d'une façon qui peut qui peut fermer la porte de la psychologie des profondeurs dans une lecture aujourd'hui de ce qu'il a dit, parce que c'est pas acceptable. Donc, il y a finalement, et moi, il y a un message que j'ai envie de passer aux hommes qui éventuellement regarderont cette table ronde, j'espère qu'il y en aura. Ce qui ressortait, le grand outcome de ces cercles d'hommes, c'est pas de généralité, pas d'abstraction. Il faut aller vers les femmes, il faut leur demander, il faut écouter, il faut rentrer en relation autour de ça. Et en fait, ça répond à un besoin, puisque de l'autre côté, les filles, elles disent assez généralement « Oh, j'aimerais tellement que mon chum y comprenne, il sache qu'est-ce qui se passe. » Donc en fait, à travers tout ça, il y a tout simplement un besoin de rencontre, de sortir de la honte, de l'invisibilité, de se parler, quoi. Et je crois que c'est ce qui nous aide à grandir en tant qu'humanité, parce qu'encore une fois, ça nous ramène au fait qu'on n'est pas non plus défini fondamentalement par notre genre ou pas. Donc, merci. Un retour à l'expérience et au partage. Laurent, c'est ce qu'il y a un mot de la fin? Oui, merci de l'invitation. Je suis hyper contente, heureuse, et ça me nourrit, comme disait Erika, c'est du bonbon en fait de sentir, parce que quand on est face à des femmes qui, pour elles, ce qu'on est en train de dire, et peut-être, puis certaines qui vont écouter vont dire, attendez, mais avant de mettre de la magie, vous parlez de choses que j'ai jamais entendues. Moi, j'ai envie de leur dire brique après brique. Vous n'avez peut-être pas vécu les premières menstruations dont vous rêviez, vous avez peut-être vécu un choc, vous avez peut-être vécu un traumatisme. J'ai envie d'honorer quand même nos mères et nos grand-mères qui ont marché avant nous. Elles ont fait ce qu'elles ont pu avec les moyens de ce qu'elles avaient, et elles n'étaient peut-être pas outillées comme on aurait souhaité nous. À nous de changer, de se reconnecter à notre puissance de femme pour pouvoir changer l'humanité et les 7 générations suivantes. Et brique après brique, douceur et bienveillance avec chacune d'entre nous. Et bienvenue à toutes les expériences, y compris celles plus ombragées, douloureuses, en même temps que celles qui sont magiques. Aussi, Florence, parce que tu as aussi sûrement plein de choses à dire. Oui, je voulais juste finir avoir une petite pensée, parce que quand on avait parlé de ce projet de table ronde, on voulait le faire dans l'espace d'une collègue qui s'appelle Annabelle Renzo, elle a créé une petite lyre qui est très belle en forme de lune. Puis bon, si un jour on a l'occasion de faire une autre table ronde, on pourra peut-être l'écouter. Mais je voulais finir avec une belle citation d'une autre amie et collègue qui s'appelle Estelle Filippo, qui habite en France et qui a écrit ça pour sa fille il y a maintenant plusieurs années. Et je voulais finir sur ces mots-là.
Je rêve qu'un jour, faisant la même recherche, donc elle tapait autour de la notion de menstruation, je rêve qu'un jour, faisant la même recherche, on voit apparaître, associés aux mots utérus et menstruation, les termes lune, lieu de fécondité, grossesse, naissance, plaisir, porte du féminin, sensualité, création, puissance, flexibilité, réceptivité, modelage, matrice, transmission, mémoire, lignée utérine, temple intérieur, intuition, sanctuaire. J'espère transmettre à ma fille le sens de cet organe au cœur de son être, promesse de fertilité physique, mais aussi lieu énergétique sans pareil, espace d'ancrage émotionnel puissant, temple intérieur au cœur de son identité de femme et en partage avec toutes les autres. Donc j'avais envie qu'on finisse là-dessus parce que peut-être qu'en contribuant à parler autrement, raconter d'autres histoires, ça peut peut-être enlever un peu les empreintes de honte. Donc merci à tous d'avoir joué le jeu avec beaucoup d'authenticité, beaucoup de vérité de vous-même, et puis merci à ceux qui nous ont écoutés et à François qui a fait ces dessins que j'ai pas toujours eu le temps de voir mais que j'irai regarder après. Puis merci beaucoup à toi Victoria et au réseau. Et à toi, Florence, qui a fait cette animation aujourd'hui, puis tout ce que tu as pu apporter pour ce panel-là. J'inviterai tout le monde, voilà, si vous avez des témoignages, ne serait-ce que dans vos réseaux ou les personnes qui nous écoutent, le but justement, c'est de communiquer sur ces choses-là, de rendre plus visibles ces narratifs voilà, différents et plus positifs. Donc, c'est ça qui fait la force de ce genre de campagne. Donc, n'hésitez pas. Et j'aimerais aussi qu'on garde contact. Donc, suivez-nous sur les réseaux sociaux et pour nous rejoindre pour la suite, parce que ce n'est pas le dernier panel, il y en aura encore un fin avril. Donc, je ne vous en dis pas plus pour aujourd'hui, mais ça va aborder les questions justement du vécu des menstruations, comme on a parlé tantôt, avec des endométrioses, des problèmes de fibrome. Bref, quand ça ne va pas tout à fait bien et toute cette tension de comment on peut s'autodéterminer là-dedans quand on fait face aussi à une médicalisation accrue de notre santé. Donc ça, c'est pour dans quelques semaines. Alors, j'espère pouvoir vous retrouver bientôt. Je vous remercie encore tous pour ce riche panel et puis je vous souhaite une belle après-midi. Merci. Merci. Merci à tous. Merci.